Avant, quand on voulait acheter une bouteille de vin, c'était simple. On visait un Bourgogne ou un Bordeaux. Et si on tombait sur une étiquette vieille vigne ou élevée en fût de chêne, alors on se laissait tenter, persuadé que c'était un gage de qualité. Aujourd'hui, tout change. Le vin est classé dans de nouvelles catégories. Vin bio, vin biodynamique, vin nature, vin sans sulfite. Mais qu'y a-t-il derrière ces vins qui s'invitent dans les maisons, chez les cavistes, dans les bars à vin et même à la table des restaurants 3 étoiles? Comment sont-ils produits et comment sont-ils certifiés? C'est pour répondre à toutes ces questions que nous partons pour une randonnée œnologique aux 4 coins de la France. En quête de ces nouveaux vins bio, biodynamiques et naturels, qui par facilité de langage sont communément appelés vins nature. Mais le sont-ils vraiment? Comment peut-on prétendre de faire des vins de terroir avec de la chimie? On peut mentir à n'importe qui, un journaliste, un visiteur. On ne peut pas mentir à la vigne, on ne peut pas mentir au terroir. Laissons faire la nature, laissons travailler la nature. Elle est plus forte que l'homme, la nature. Moi, si ce n'était que moi, je dirais que les vins naturels devraient être interdits parce que je trompe le consommateur quand je mets ça sur une étiquette. Notre première étape nous conduit à Angers, où se tient un salon des vins nature des plus renommés. La renaissance des appellations. Les meilleurs cavistes, importateurs et restaurateurs du monde entier se donnent rendez-vous ici pour voir sortir de leur domaine une fois par an ces vignerons qui ont décidé de faire des vins singuliers, de caractère, c'est-à-dire des vins qui leur ressemblent. Bernard Burchi est un journaliste spécialiste de ces nouveaux vins. Je trouve que là, on est dans l'avant-garde, avec des gens qui ont compris avant tout le monde qu'il fallait y aller. Je dis toujours, dans 20 ans, tout le monde sera bio. Et tout le monde sera probablement en biodynamie, parce qu'il n'y a pas le choix. Vous voyez ici, vous avez un double label. L'étiquette verte, donc, qui veut dire qu'il est bio, qui est réglementé, vérifié, et d'autre part Déméter, donc qui est le biodynamie. Et donc là, il y a une garantie pour le consommateur. Apparemment, ces vins dits nature ont un goût très différent des vins conventionnels. Quand une biodynamie est bien faite, et votre premier sentiment, vous goûtez un vin comme ça, il doit vous toucher, vous devez avoir une émotion, vous devez couper votre cérébralité et vos neurones. Est-ce que j'ai l'impression d'une présence, de quelqu'un de vivant à côté de moi? Donc pour se différencier de ces vins parfaits qui n'ont aucune conversation, ces imbéciles de clones qui se sont imposés depuis 30 ans sur toute la planète, alors c'est pratique, c'est le même, il est au garde à vous, il fleurit en même temps, il se récolte en même temps, on passe la machine, excusez-moi, c'est un imbécile, et la diversité, la qualité du goût qu'il amènera sera beaucoup moins subtile. Parmi les professionnels fidèles à ce salon, nous rencontrons Sune Rosford, qui a la mission délicate d'approvisionner les caves du Noma, établissement à Copenhague, classé 3 années de suite meilleur restaurant du monde. Ce restaurant ne sert, tenez-vous bien, que du vin dit nature. Les vins naturels, c'est quelque chose... T'as enlevé les vêtements, tu es toute nue, ça peut être joli ou pas, mais au moins c'est honnête. Et là, c'est cette honnêteté qui est magnifique. Sune visite ce salon depuis 12 ans. Cette année, il goûte pour la première fois les vins de Fred Palacio. Comment tu as eu l'idée de devenir vigneron? Et en fait, si tu veux, mon grand-père, il était vigneron. Et il a goûté tes vins? Il a goûté mes vins, ouais. D'accord. Il a aimé? Ouais, c'était une autre génération, il a aimé. Ouais. Je pense qu'il a aimé. Oui, il peut que l'aimer. Ça, c'est Grenache et Celso. Pour apprécier ces vins bio, Fred nous encourage à nous initier chez un professionnel. Car il est vrai que pour les novices, ces vins ont parfois un goût un peu déroutant. Nous poursuivons notre route vers Toulouse. Pour cette initiation, nous poussons les portes d'un établissement classé meilleur bar à vin du monde en 2017. Thomas commence par sortir du frigo la plus vieille bouteille de vin au monde et devinez quoi? Elle est nature, bien évidemment. Ça, c'est le trésor du numéro 5, c'est la mascotte. En l'occurrence, c'est une bouteille qui a été repêchée au large des côtes hollandaises, qui date de 1675.
donc 342 ans, 143 ans. Donc elle est restée dans des conditions de stockage parfait. Donc la cargaison venait de l'île de Madère, donc c'est du Madère à l'intérieur. Voilà, c'est un vin qui est fortifié en alcool, qui est sucré, donc il a toute la possibilité de garder dans le temps. Sur sa carte, Thomas propose 4000 références. Mais la vraie surprise, c'est que 80% sont bio, biodynamique ou nature. 3 types de cuvées avec 3 visions du vin. Là on part en Italie, on part chez Foradori. Pas d'entrant, pas de sulfite, 10 vins de nature. On a ici un des grands vignerons français qui fait du vin en biodynamie, où il travaille en fonction d'un calendrier céleste, avec particularité au niveau du traitement de la vigne, quoi. Et puis on va prendre un vin conventionnel, hein, fait de façon classique, et on va partir sur un premier cru en Bourgogne. Voilà, domaine Chanson, où là le vin est protégé, donc il sulfite à l'intérieur pour l'élaboration. Est-ce que les 3 vins apportent des émotions différentes? Oui, c'est certain. Ils ont des goûts différents parce que le terroir est différent, mais intrinsèquement, tous n'ont pas de défauts, n'ont pas de tare, et ils sont extrêmement bien faits, mais correspondent aussi à des goûts particuliers. Et c'est là où la subjectivité entre vraiment dans la dégustation. Allez, assez parlé. Place à la dégustation avec modération. On va goûter celui-là aussi, alors merci beaucoup. Allez, destination le Beaujolais, fleuri. Bio, dynamie. Voilà. Cépage gamay avec un côté assez clairvoyant, un peu plus de densité qu'un Beaujolais comme on peut l'imaginer. J'ai plutôt l'habitude de boire des vins conventionnels et je ne suis pas très connaisseur en vin biodynamique. Ben là, c'est un vin biodynamique et je le trouve un peu atypique pour un Beaujolais. On nous dit c'est un Beaujolais, on goûte un Beaujolais et finalement les méthodes de fabrication font qu'on n'est pas sur la typicité du Beaujolais, quoi. Il est surprenant en tout cas. Moi il me surprend, il me déstabilise un peu et il me fait un peu penser, un peu réfléchir. C'est assez surprenant parce que pour un vin de 2014, maintenant qui s'ouvre là, même au niveau des couleurs, de l'œil du vin et tout, on trouve des choses un peu giboyeuses, un peu... Non mais c'est vrai, après avec un sous-bois et tout ça, et peut-être qu'il faut qu'on se réhabitue à être sur les arômes primaires du cépage, quoi. Il faut réapprendre le goût du vin. Non mais peut-être, oui, qu'il faut réapprendre le goût du vin. Probablement, il faut réapprendre le goût du vin, ouais. Qui dit révolution du goût du vin, dit aussi révolution de sa fabrication. Pour comprendre ce qui se passe, rendez-vous là où tout commence, dans les vignes. Fred Palacio, le vigneron croisé à Angers, nous invite à Arzins, dans la région de Carcassonne, dans le Malepère, une des plus petites appellations de France. Sa famille cultive ici des vignes depuis 3 générations. Donc là, je suis en train de détruire mon enherbement naturel pour que les pluies d'été et de printemps profitent à la vigne. J'ai pratiqué à mes débuts la chimie, ou la lutte raisonnée, comme on appelle ça aujourd'hui. Et j'ai remarqué qu'en la pratiquant, il y a beaucoup de dégâts. Et en 2006, j'ai décidé de basculer en bio. Fred nous présente son oncle, André Bouteille. À 82 ans, Dédé continue de cultiver ses propres vignes, mais lui est resté en agriculture conventionnelle. Il utilise de la chimie. Allez, salut. Ça va? Ça va. Allez, c'est du bon travail, ça. Parfait. Quand on s'appelle Monsieur Bouteille, on est prédestiné pour faire. Ah, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Mais vous êtes tombé dedans jeune? Je suis tombé dedans à 13 ans. En quelle année? En 49. D'accord. Et à cette époque, on travaillait comment? On À cette époque, on travaillait avec le cheval. Et ça a été le début, 4-5 ans après, on attaquait avec des tracteurs. Les premiers tracteurs, c'était des McCormick. Comment est arrivée la chimie? En changeant les cépages. Parce qu'on a mis des cépages plus de qualité supérieure, des trucs de Bordeaux, mais qui demandent quand même plus sensibles aux maladies, donc il a fallu traiter un peu plus. Avant, on traitait au sulfate de cuivre et on souffrait les vignes. Vous avez vu l'arrivée du Roundup? Ah, tout. Ah oui, l'arrivée du Roundup, oui.
Je pense que j'ai été même un des premiers. Je ne discute pas les dangers cancérogènes qu'il peut y avoir, hein, mais pour moi, le Roundup, il n'est pas si dangereux que ça. Hein. C'est un défoliant, il n'est pas total. Je veux dire, vous en passez, ça tue l'herbe qu'on touche, mais ça repousse après. Hein. Des vignes traitées au glyphosate, c'est magnifique. On dirait un motif de tapisserie. Autour du pied, plus rien ne pousse. La vigne est nettoyée, mais le goût du vin n'en serait-il pas un peu altéré? Seuls 3% des terres agricoles françaises sont occupées par les vignes. Et pourtant, 20% de la consommation des pesticides y sont pulvérisés. De plus en plus de vignerons prennent conscience qu'on marche sur la tête. Le bio, c'est avant tout des vignerons qui ne veulent pas être les premières victimes des pesticides. Madame, mademoiselle, monsieur, dans quelques instants, notre train va arriver à 25 minutes sur la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Avant de descendre, rassurez-vous de ne rien oublier à bord. On ne peut pas y échapper. Notre quête passe par Bordeaux, capitale mondiale du vin. La France déverse chaque année plus de 60 000 tonnes de pesticides dans ses champs. Des laboratoires certifiés ont été créés pour mesurer les niveaux de résidus de pesticides présents dans le vin. Mais le danger n'est pas uniquement dans la bouteille. Ce qui nous motive, nous, en tant que professionnels, j'entends, hein, c'est d'abord pour les travailleurs du vignoble. Parce que pour faire un travail de bonne qualité, on utilise beaucoup de travail manuel, c'est qu'ils puissent rentrer dans le vignoble n'importe quand, sans réfléchir à qu'est-ce qui a été appliqué dans le vignoble, ou sans porter d'équipement de protection. Aujourd'hui, les firmes phytosanitaires, on dit « Ah non, mais vous pouvez rentrer dans le vignoble quand vous voulez, à partir du moment où vous avez un scaphandre. » Si les pesticides sont mauvais pour notre santé, ne sont-ils pas également mauvais pour la santé du vin? La France est le premier producteur de vin au monde et c'est aussi l'un des plus gros consommateurs de pesticides. Alors forcément, vin et pesticides devaient finir par s'assembler d'un peu trop près. Nous nous rendons à Paris à une dégustation pour le moins abracadabrantesque. Une dégustation de pesticides. C'est le chef Jérôme Douzelet qui en a eu l'idée. Voilà, donc on va demander si parmi vous, il y a des volontaires qui ont envie de faire cette expérience. On n'a que 10 possibilités. Comme tout bon cuistot, Jérôme goûte tous les ingrédients qu'il cuisine. Et il a fait pareil avec les pesticides dans le vin. Il peut en reconnaître aujourd'hui une douzaine. Vous, à force de goûter le pesticide... Ça fait un moment, oui. Ouais, quand vous prenez un verre de vin, vous trouvez... ça vous vient assez vite? Vous les reconnaissez? Ça me vient très vite et ça m'empêche complètement de boire le vin maintenant. Ça casse sa nature profonde et ça casse surtout la buvabilité et le côté plaisir du vin. Le but du jeu est de goûter un pesticide dilué dans l'eau, puis de retrouver son goût dans un grand cru français à 400 € la bouteille. Autour de la table, que du beau monde. Un chef cuisinier, un œnologue conseil, une journaliste et même un sommelier d'un restaurant 3 étoiles. C'est la première fois que je goûte des pesticides, au moins que je les recherche surtout. Ce qui était vraiment très intéressant, c'est vraiment le côté asséchant qui a fait reconnaître le pesticide. Bonjour Marc, je voudrais qu'on applaudisse le grand chef Marco Vera. Ce soir, en invité vedette, le chef Marc Vera. Non mais le problème c'est qu'on s'est habitué à l'aromatisation des pesticides et des insecticides et des saloperies. Donc c'est toute la hiérarchie de nos palais qu'il faut remettre en place. Il faut revenir à des valeurs sûres, c'est-à-dire les produits de saison, les produits de proximité, les vins de région. Vous, ça veut dire que dans votre cave, bientôt, il n'y aura plus que... Ah, mais ça, je dis à mon sommelier, hein. D'ici 2 ou 3 ans, je ne veux plus que des vins naturels. Retour dans le Malepère. La saison de la pulvérisation du pesticide est ouverte, du moins aux environs de chez Fred Palacio. Fred, lui, désherbe à la main avec l'aide de Jean-Marc, son employé. On a été où? Cinquième rangée. Ah, remonte pas. Hop là.
La première grande étape pour faire du vin bio, c'est d'avoir une terre bio. La différence entre un bio et un conventionnel aujourd'hui sur une plantation, c'est que nous, on n'a pas de désherbant. Quelqu'un qui est en conventionnel, en chimie, il doit mettre pour faire 1 hectare, allez, 20-30 minutes. Moi, il me faut la journée pour le faire. Quand une terre traitée durant des décennies à grands coups de glyphosate, fluazifort et autres triclopyres passe en bio, au début, la vigne a du mal. Fred l'a appris à ses dépens. Au début, dès qu'on arrête la chimie, on peut remarquer que la vigne n'arrive pas à se défendre naturellement. Elle est plus sensible aux maladies, donc il faut du temps. Il faut 2, 3, 4, 5 ans pour qu'elle se remette à se défendre toute seule. C'est comme quelqu'un qui fait de la musculation, qui est sous protéines, et dès qu'il arrête les protéines, il dégonfle. En bio, voilà, il y a beaucoup plus de charges de travail, plus de contraintes, c'est plus lourd. En tout cas, voilà, moi ma terre, je la prends et elle est toute meuble. Si on prend une vigne désherbée, ça, vous ne plantez pas la main dedans, quoi. Là, c'est une terre avec plein de vie, quoi. Nous changeons de région, de relief, de climat, de sol, de cépage. Autrement dit, nous changeons de terroir. Après avoir retrouvé une terre de bonne qualité, la deuxième étape du vigneron pour produire du vin bio, c'est de traiter sa vigne contre les maladies et les insectes sans produits chimiques ni pesticides de synthèse. Manu Poirmeur, ingénieur agronome, a passé 10 ans dans les vignes conventionnelles du Bordelais, avant de s'installer sur la côte basque il y a 8 ans. Il a planté lui-même sa vigne qu'il cultive en bio. Aujourd'hui, c'est chasse à l'escargot sans insecticides. C'est bio d'écraser un escargot parce que ça va pas. Moi, les escargots, ils me gênent pas quand la vigne a une croissance assez rapide, parce qu'après, ils bouffent les feuilles du bas, c'est pas grave. Le problème, c'est quand ils s'attaquent aux apex et qu'en fait, ils pèlent, par exemple, un truc comme ça, un rameau, et on se retrouve à plus avoir de raisin, en fait. La croissance ne peut plus se faire. Ben voilà, les escargots, hop, on a quelques-uns là. Ici, on fait tout à la main. On met tout, c'est-à-dire que ça soit les quelques traitements, alors c'est peut-être aussi pour ça qu'on en fait peu, mais voilà, c'est au sac à dos à l'ancienne. On ne met aucun produit chimique, hormis bouillie bordelaise et un peu de soufre. Il y a des produits qui sont de surface, comme la bouillie bordelaise, qui du coup sont sur la feuille, qui sont des anti-fongiques, en fait des anti-champignons, mais qui à chaque pluie vont être lessivés. On estime qu'après 25 mm de pluie, c'est lessivé. Nous ici, depuis hier, on s'en est pris 70. Voilà, faut quand même le savoir. Mais et par opposition, les produits qu'on appelle systémiques, ceux qui sont très décriés, sont ceux qui rentrent en fait dans le végétal et donc qui effectivement peuvent aussi se retrouver dans le raisin. Et après, moi je pense que c'est aussi le vigneron qui est le premier exposé, parce que le vigneron normalement c'est le premier consommateur de ces vins. Tous les jours on déguste nos vins, donc voilà, on s'auto-empoisonnerait. Manu Poirmeur nous suggère de rendre visite à son ancien voisin dans le Bordelais, le château Pontécanet, un des 88 grands crus classés. Et chez les grands, tout est grand. Plus bio que chez Fred et Manu, plus respectueuse encore de l'environnement, plus proche de la Terre mais aussi de la Lune et des étoiles, bienvenue dans la biodynamie. La biodynamie utilise les mêmes produits que pour l'agriculture bio, mais elle rajoute des savoirs ancestraux et des théories philosophiques plus récentes qui cherchent à recréer de la biodiversité et à fortifier chaque pied de vigne, les aider à se défendre seuls face aux maladies. Ici, c'est retour vers le futur. Jean-Michel Combe, le directeur du domaine, est à l'origine du passage de l'exploitation en bio, puis en biodynamie. Ça fait pas très naturel les combinaisons blanches chez les gars. Je dirais qu'il vous faut le logo radioactif. Il nous a donné rendez-vous aujourd'hui, 21 mars, jour d'équinoxe, pour récupérer un terreau fabriqué d'une manière très particulière. On est en train de déterrer aujourd'hui des cornes de vache. Elles ont été remplies donc de pousses de vache il y a 6 mois
Ensuite, cette bouse de vache est devenue du compost. On les déterre aujourd'hui parce que la Lune est dans une impulsion qui correspond à ce que l'on attend du produit. Et on essaie toujours, en biodynamie, de caler nos actes à des moments du cycle de la Lune surtout et du Soleil. On l'oublie trop souvent, une plante, un animal ou un homme, il est en permanence dans un environnement global et pas dans une espèce de boîte de verre. Voilà, et donc la plante, si on ne s'intéresse qu'à la plante, elle est en relation avec le sous-sol et elle est en relation aussi avec l'air et le ciel qui est au-dessus d'elle. Et donc on essaie d'en tenir compte dans cette biodynamie. Dans la cour de la ferme, les cornes sont vidées une à une et la bouse stockée pendant 1 an pour la faire sécher. Au cours des mois, elle se transforme en humus de grande qualité. Un véritable or brun. Jean-Michel utilise cette bouse de vache séchée, désormais prête à l'emploi, pour réaliser une préparation appelée la 500. Ça fait plaisir à manipuler tellement c'est léger, c'est incroyable. On dirait de la neige. Grande satisfaction. La bouse est mélangée à faible dose dans de l'eau de source. La biodynamie est un peu à l'agriculture ce que l'homéopathie est à la santé. Seuls quelques grammes par hectare suffisent. Pour tous nos traitements biodynamiques, nous utilisons de l'eau qui vient du puits de la propriété. Et pour nous, c'est important d'utiliser cette eau qui est venue du sol, a fait un cycle complet. Et comme ça, elle est la plus aboutie, la plus épanouie. Dans les vignes du domaine, depuis une dizaine d'années, le cheval remplace progressivement les tracteurs pour éviter le tassement de la terre. Ça va? Vous buvez en même temps que lui? Oui, mais oui, on partage le seau. Oui, vous avez raison. Faites les ablutions aussi. Allez, marchez mon grand. Allez, on y va. Pour fortifier ses vignes et ses sols, Jean-Michel pulvérise la 500. Cette préparation aide les racines à descendre profondément. Ici, elles peuvent atteindre 10 mètres. En viticulture conventionnelle, c'est rarement plus d'1 mètre. Plus les racines vont loin dans le sol, plus elles se chargent en minéraux qui donneront les futurs tanins. C'est ce qu'on appelle l'effet terroir. Ça sent vraiment bon. Tu décales un peu mon grand. Décale. Marche. Allez, Baudouin, tu marches. Marchez. Allez. Allez, Baudouin, marchez. Faire revenir le cheval dans les vignes n'est pas toujours une sinécure. Marche. Allez. Allez, mon grand. Non, Baudouin, ça va être dur pour toi. Marche. Marchez. Marche. Allez. Vous levez d'un maillon et histoire de lever un tout petit peu, comme ça, à partir du moment où ils ont les fesses qui s'appuient, allez-y. Allez, marchez, Baudouin. Baudouin, marche. Allez, allez, mon grand. Allez. Les vignes ont changé, la qualité des vins a changé, les plantes qui poussent ont aussi changé. Il y a des plantes qui poussent au printemps, il y a des plantes qui poussent un peu plus tard, et il y a une espèce de rythme logique. Et même les plantes qu'on appelle la mauvaise herbe, mais qui n'en est pas du tout, par sa présence, elle nous indique dans quel état se trouve le sol. Quand un sol est compacté, vous avez certains types de plantes qui poussent, et quand la plante meurt, il va rester à la place de la racine un trou. Voilà, qui permettra à l'aération de se faire. Le cycle est merveilleux. Mais vous avez senti une différence de goût de votre raisin avec la biodynamie? Les grains de raisin, c'est très difficile de voir la différence d'un terroir à l'autre, d'un grand terroir ou d'un terroir plus basique, juste en mangeant un grain de raisin. Par contre, il n'y a plus d'ambiguïté possible à partir du moment où le raisin est fermenté. C'est magique. Le rêve de tout vigneron, faire pousser un raisin de grande qualité qui augure une vinification exceptionnelle. Fred, Manu et Jean-Michel ont tous préparé au mieux leur terre et leurs vignes peuvent s'épanouir. C'est le temps des vendanges.
En agriculture bio, elles sont généralement faites à la main, autant dire qu'on a besoin d'huile de coude. On entame la troisième étape, la vinification. Pour transformer le raisin en vin, il faut du sucre et des levures. Ça tombe bien, le sucre est au cœur des grains de raisin, tandis que ce petit voile blanc que l'on aperçoit sur la peau se trouve être de la levure. Dès l'instant où l'on écrase les grappes, le sucre au contact de la levure se transforme en alcool. C'est la fermentation. Pendant 15 jours, le raisin écrasé avec sa peau et ses pépins est mis en cuve pour fermenter. En vinification conventionnelle, pour obtenir une belle fermentation totale du jus de raisin, on rajoute des levures de synthèse. En vinification bio, les levures rajoutées doivent être bio. Inconvénient dans les deux cas, les levures ajoutées modifient le goût du vin et l'éloignent de son goût du terroir. En vinification biodynamique et nature, on ne rajoute aucune levure. On fait confiance à celle naturellement présente dans le raisin. Une fois le jus de raisin fermenté, il est mis en élevage, généralement dans des barriques en chêne pour le vin rouge et dans des cuves en inox pour le vin blanc. On surveille tous ces tonneaux et ces cuves comme le lait sur le feu, car des bactéries ou des levures parasitaires ont vite fait de détériorer le goût du vin. Lorsqu'on a un doute sur la qualité d'une de ces cuves ou barriques, on la fait contrôler par son œnologue. Ce matin, Pascal Châtonnet a reçu un échantillon d'un vin bio non conforme aux attentes. Le premier examen que l'on fait toujours, c'est un examen organoleptique et le nez du vin nous dit beaucoup de choses. Là en particulier, on a un arôme un peu spécial qui tire sur le caractère animal. On a soumis le vin à l'analyse et effectivement, le résultat nous montre que ce vin contient, ah oui quand même, une très forte quantité de 4-éthylphénol. Alors le 4-éthylphénol, ce n'est pas un pesticide, c'est un produit qu'on retrouve naturellement dans beaucoup de vins parce qu'il est formé par une levure particulière qui s'appelle Brettanomyces. Alors, est-ce que c'est un défaut ou pas un défaut? À cette concentration, je dirais oui, c'est un défaut parce que le vin ne sent que ça. Donc là, la seule solution, si le vin n'est pas en bouteille, c'est le diluer, l'assembler avec un vin qui n'a pas d'éthylphénol pour réduire la concentration en dessous du seuil de perception, c'est-à-dire la concentration à partir de laquelle le nez humain va le détecter, va l'identifier. Vu la concentration qu'on a dosée ici, il faut diluer le vin 10 fois. Pour éviter ces bactéries ou levures parasitaires, il est également possible de protéger son vin avec du soufre. L'inconvénient du soufre, appelé aussi sulfite, c'est sa quantité. Plus on en ajoute, plus le vin se fige et ne peut exprimer tout le potentiel de son terroir. En viticulture conventionnelle, il est toléré jusqu'à 150 mg de soufre par litre. En bio, 100 mg. En biodynamie, 70 mg. Et en vin dit nature, on n'en rajoute pas. On fait confiance à la petite quantité de soufre naturellement présente dans le raisin. Fred veut faire un vin qui exprime au mieux son terroir. Pour le moment, il n'a ajouté ni levure ni soufre dans ses cuves. Cet après-midi, il attend les résultats d'analyse de son vin que lui apporte son œnologue conseil. Ils doivent décider ensemble de mettre ou non un peu de soufre afin que son vin ne s'abîme pas au moment de la mise, c'est-à-dire de la mise en bouteille. Les Malpères 2016. Malpères du coup. Voilà, au nez c'est bon, hein, impeccable. Hein. Sur le fruit net, pas de problème. Parfait ça, bonne tenue en bouche. Petite trame tannique mais juste ce qu'il faut. Suivant la qualité du raisin récolté, il est plus ou moins facile de réaliser un vin sans soufre.
La décision d'élaborer un vin dit nature dépend autant de Fred que de son raisin. En 2008, je fais mes premiers sans soufre. Je l'ai réussi, mais c'est la chance du débutant. C'est un coup de bol, quoi. Donc je fais le beau auprès des sommeliers, tout ça. Vous avez vu, sans soufre, facile, quoi. Je dis, bon, 2008 sans soufre, facile, 2009 sans soufre, tranquille. Eh bien, j'ai moins fait le kéké parce que en 2009, catastrophique. Tout est parti en sucette. J'ai fait 10 hectos de vinaigre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un vigneron, il lui faut au moins 10 ans sur son terroir pour commencer à comprendre son terroir et commencer à réduire ses marges d'erreur, quoi. Et toi, ça fait combien de temps que tu es sur ton terroir? Ça fait 12 ans, donc je commence à peine. Que ça me passe après au niveau du soufre, là? Je crois que ça mérite d'être protégé ou... Là, vu l'aromatique, on est hyper net. Sur les analyses microbiotes, était bien. Donc c'est pas la peine d'en rajouter trop. Tu peux mettre 2 grammes juste avant la mise, histoire de protéger un petit peu de la mise, quoi. Cette année, le vin de Fred sera bio, mais pas nature. Pas question de prendre le moindre risque. Donc là, son vin, il a quel niveau de soufre? Enfin, par rapport à la dose limite, est-ce qu'on est en dessous pour avoir l'appellation bio? On est largement en dessous, on est plus qu'en dessous en fait. Il faut savoir qu'on est limité sur les rouges à 100 mg par litre de SO2 total et 150 mg par litre de SO2 total sur les blancs et les rosés. Voilà. C'est la restriction pour le cahier des charges bio. D'accord, donc là on est à moins de 50? Là on est largement en dessous puisqu'on est à 25 en fait. Donc voilà, il n'y en a quasiment pas, on peut considérer que c'est des traces presque. Et en rajoutant un peu au moment de la mise en bouteille? En rajoutant un peu au moment de la mise, on va monter peut-être à 35-40, mais ça sera tout. Voilà, on sera largement en dessous. Bonjour Mathieu. Bonjour Adrien, comment allez-vous? La forme? Vous avez fait bonne route? Très bonne route, merci. Avec Adrien Fabre, nous avons enfin trouvé notre homme. Ce vigneron de la Drôme a réussi cette année un joli coup. Il a fait pour la première fois un vin sans soufre. On est toute l'année en train de vendre nos vins chez des cavistes et chez des restaurateurs et on nous demandait est-ce que vos vins sont sans soufre, est-ce que vous faites des vins sans soufre. Tous nos vins ont très peu de soufre, surtout avec la norme biodynamie on a très peu de soufre. Et on nous a dit mais pourquoi vous ne faites pas un vin complètement sans soufre? Donc depuis plusieurs années nous faisions des essais et cette année, vu que l'essai était très concluant, nous avons décidé de finir le travail et le mettre en bouteille. Voilà. Et il est vrai que c'est tentant d'en faire beaucoup plus l'année prochaine vu la réussite commerciale que nous avons eue sur ce produit. Adrien doit concevoir une étiquette et il n'est pas seulement question de design. Aujourd'hui, on a 2 étiquettes, une face, une contre. Oui. L'étiquette législative, aujourd'hui, de plus en plus se trouve sur la contre-étiquette. Ouais. Donc, comme vous pouvez le voir, on va retrouver l'appellation, on va retrouver le nom du domaine et le lieu d'embouteillage, on va retrouver le degré, le logo femme enceinte et les éventuels logos bio ou autres. Et vous faites du vin bio, j'imagine qu'il n'y a pas énormément de choses à rajouter, contrairement à du vin plus dit traditionnel où on aurait toute une liste. Je sais pas, je fais pas du vin traditionnel, je peux pas vous dire. Vous connaissez votre milieu quand même. Je suis pas du style à balancer sur les copains. Non, je dirais rien là-dessus. Je sais pas. La réglementation oblige juste à mettre contient sulfite. La Commission européenne veut qu'il y ait une liste des ingrédients comme sur tous les aliments dans l'agroalimentaire. À l'heure actuelle, les syndicats français s'y opposent complètement. Voilà. Pourquoi? Parce que. Parce que, on va pas se mentir, c'est parce que sûrement il vaut mieux qu'il n'y ait pas tout écrit, tous les résidus. Je sais pas. Moi, je peux pas vous dire. Moi, il n'y a pas de résidus dans mes vins, donc... Moi, je peux pas vous renseigner plus là-dessus. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les alcools sont les seuls produits alimentaires en Europe à ne pas être soumis à l'obligation d'afficher leur composition chimique sur l'emballage. Rien que pour le vin, sur la 60aine d'additifs autorisés, un tiers peut causer des allergies aux consommateurs. Nous fonçons à Bruxelles demander des explications aux commissaires européens en charge de notre santé et de notre sécurité alimentaire. Si on prend un jus de fruits, là, regardez, on peut lire au dos la composition et le nombre de calories. Et là,
Regardez, sur cette bouteille de vin que nous avons achetée au supermarché, il n'y a aucune information, il n'y a rien. Rien n'indique la composition de ce breuvage. Non, ce n'est pas vrai. Regardez, il y a l'histoire de la région, du château, la description du paysage. Je ne sais pas ce qui est écrit en français, mais il y a beaucoup de choses sur cette étiquette. Vous voyez, il s'agit toujours d'informations passionnantes. Mais évidemment, rien sur les ingrédients présents ou les calories. Bien sûr, il y a le degré d'alcool, mais pas la teneur en calories pour 100 ml, ni les composants. Réduisons la partie promotionnelle et historique sur les étiquettes et donnons de vraies informations. Ce serait si simple. Nous avons demandé aux industriels, sur la base du volontariat, de nous faire des propositions pour présenter le profil nutritionnel et les ingrédients à l'arrière de leur bouteille. C'est une obligation pour les boissons et pour la nourriture dans notre système de régulation. Et maintenant, nous attendons les résultats. Et vous leur faites confiance, vraiment ? Vous savez, je fais confiance à tous les acteurs qui nous entourent. Je fais confiance aux journalistes, aux industriels, aux ONG. Je crois au rapport humain basé sur l'honnêteté. Mais bien sûr, les industriels devraient se soucier des consommateurs. Et ils devraient peut-être se poser cette question. Est-ce que les consommateurs font confiance aux industriels? C'est ça la question. En France, c'est l'INAO qui légifère les étiquettes. L'Institut national de l'origine de la qualité représente l'ensemble de la viticulture française, soit aujourd'hui un peu plus de 90% de vins conventionnels, contre un peu moins de 10% de bio, biodynamique et de vins dits nature. Le débat, il porte sur quel est l'intérêt pour le consommateur de l'information. Est-ce que demain, marqué sur une étiquette raisin, qu'est-ce qu'il y a comme intrant? Raisin. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il y a des résidus de pesticides dans le vin. Alors, là, je vais vous répondre quand même quelque chose qui est... Alors, comment aujourd'hui, déjà, par définition, les produits qui sont commercialisés, même non bio, ont des normes de santé publique. Donc, il faut arrêter de croire que parce que je vais acheter un vin bio, nature ou ce que vous voulez, j'aurai beaucoup moins d'œufs. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun risque. Ce n'est pas par le vin que vous risquez d'avoir des intoxications, puisque, bon, essentiellement, ce qu'on accuse ces molécules, c'est de provoquer des cancers, hein, c'est de dérèglements ou hormonal ou cellulaire. Aux doses où on est dans les vins de résidus normaux, il faudrait en boire plusieurs litres pour... Et là, c'est le foie qui lâcherait avant que ce soit les résidus. Mais c'est quand même un problème de ne pas avoir d'informations claires. Aujourd'hui, si je ne veux pas de résidus dans mon vin... Aujourd'hui, ce qui est clair, vous prenez un vin certifié en agriculture biologique, vous avez une garantie qu'il n'y a pas de résidus. Bon, ça c'est un message clair qu'on peut passer au consommateur. Lorsque le vin est bio, un logo bio est affiché sur l'étiquette. Lorsque le vin est biodynamique, il est indiqué sur l'étiquette le logo bio, plus un logo biodynamique, le logo Déméter ou Biodivin. Lorsque le vin est nature, il a droit à un logo nature. Eh bien non, le vin nature n'existe pas. Notre enquête se complique. Revenons à Adrien et à ses étiquettes. La police a fait une descente chez lui. Adrien a appelé sa cuvée sans sulfite « vin nature ». Mais le monde du vin conventionnel ne semble pas vouloir que l'expression « vin nature » fasse de l'ombre à leur production. Pour le moment, il est interdit d'utiliser cette expression. La répression des fraudes ne plaisante pas. Un vin nature ou pas est avant tout de l'alcool, c'est-à-dire une drogue.
l'appellation vin nature est interdite. Ce que je ne savais pas, puisque énormément de vins s'appellent vin nature, parce que quand vous allez sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, vous voyez énormément de vins, de groupes, vin nature, etc. Et en fait, le mot vin nature peut porter à confusion, donc les fraudes considèrent que c'est interdit. Donc depuis cette année, ils vont dans tous les domaines, et tous on reçoit des procès-verbaux, des amendes, etc., des contrôles. Voilà. Donc je ne suis pas le premier dans la région. Et nous, on est vraiment tombé des nues, on n'était pas du tout au courant que c'était une appellation. Donc on a le droit de marquer vin sans sulfite ajouté, mais vin nature, le mot nature, naturel est complètement interdit. Alors que ça existe dans le vin depuis 25 ans. Ça arrive, ils ont dit vous touchez plus à rien, vous arrêtez les pompes, vous machin, contrôle des fraudes, procès verbal, scellé, ils ont pris des bouteilles, analyse, c'est comme si trafiquant de drogue, pareil. Aujourd'hui, moi, le consommateur, c'est quoi de lui dire de vendre un vin nature? C'est un vin où je n'ai pas ajouté de SO2. Pourquoi il est plus naturel qu'un vin où j'ai ajouté du SO2? Le SO2 est un antiseptique et un antioxydant. Et la notion d'antiseptique et d'antioxydant, c'est-à-dire de blocage de l'état vin à l'état vinaigre, ça veut dire que de toute façon, je fais d'autres actions. Alors, je n'ai pas ajouté de SO2, mais je vais être obligé de travailler en présence de gaz carbonique tout le long de la vie du vin, c'est-à-dire que je vais être obligé d'être antioxydant par un système physique qui est le gaz carbonique, et je vais être obligé de trouver une solution antiseptique, et la seule solution, enfin la principale solution antiseptique, pour pas que des levures et des bactéries se développent, c'est soit le froid, soit le chaud. Alors, le chaud, en général, au niveau des arômes, ça ne fait pas du bien, donc ça veut dire que je vais être obligé de conserver, si je ne veux pas ajouter de SO2, mon vin à 4 degrés de température, ce qui va me faire consommer beaucoup d'énergie, donc je vais peut-être avoir un vin nature, mais pas un vin au bilan carbone exemplaire. Quand on fait du vin qui contient des pesticides sans en informer le consommateur, on peut dormir sur ses deux oreilles. En revanche, faire un vin dit nature et le préciser au consommateur peut exposer le vigneron à 15 000 € d'amende. Adrien va devoir modifier ses étiquettes. Il est à ce jour en attente du montant de l'amende qu'il devra régler. Retour dans le Médoc. Jean-Michel Côme a mis son vin en bouteille avec les bonnes étiquettes. Le château a la certification en bio et en biodynamie. Est-ce un argument de vente pour ce domaine prestigieux? Les gens achètent le Pontet-Canet pour la qualité des vins et pas le fait que ça soit un vin bio ou biodynamique. Le fait d'être en biodynamie, c'est juste un outil qui permet de faire des vins meilleurs. Quand on fait des vins meilleurs, on peut espérer les vendre un peu plus cher. Et c'est ce qui s'est passé avec Pontet-Canet dans les derniers millésimes. C'est combien une bouteille de Pontet-Canet? Ça a différents prix suivant les millésimes. Voilà, donc ça peut varier dans des proportions très importantes. Oui. C'est entre, chez les cavistes, c'est entre 100 et 300 € la bouteille, suivant les millésimes. La fourchette est large. Il ne faut pas trop les bouger normalement, les bouteilles, si? Non, il faut les manipuler avec précaution, comme des vieilles dames. Les 61, c'est le grand millésime de la période. Est-ce qu'on l'a dépassé maintenant grâce à la biodynamie? Je crois que oui, mais ça reste quand même une très très grande bouteille, et surtout quand on a, comme là, une impériale, c'est quelque chose qui m'émeut, même si je vis à côté de ces bouteilles-là tous les jours. C'est quelque chose qui est assez, qui prend aux tripes. Le marché du vin bio, biodynamique, nature a pris son envol. Plus 20% par an depuis 10 ans. Un nouveau caviste ouvre ses portes tous les 2 jours. Et ceci en dépit de la baisse générale de la consommation du vin. Les Français boivent moins, mais mieux, quitte à payer leur bouteille en moyenne 10% plus cher lorsqu'il s'agit d'un vin bio. Les vins nature ont le mal des transports. Comme pour les yaourts, un peu de fraîcheur dans leur déplacement et leur stockage est la bienvenue. Claude Hubert est caviste à Saint-Jean-de-Luz depuis 25 ans. Il y a 2 ans, il a dû rénover sa boutique pour mieux conserver ses nouveaux vins. C'est quoi cette pièce? Alors ça, c'est une pièce qui est climatisée à 14 degrés, qui va donc servir à conserver les vins sans soufre, les vins qui vont rester ici un petit peu de temps, les vins un petit peu fragiles aussi. Le vin sans soufre, il est plus fragile que le vin... Oui, nettement. C'est un vin qui est beaucoup moins stable. Claude Hubert vendait du vin conventionnel.
Aujourd'hui, il ne vend pratiquement plus que du vin dit nature et il a une manière bien à lui de les déguster. Le pire ennemi du vin, c'est le jugement hâtif. Ça, c'est clair et net. Hein. Il y a des vins qu'on comprend de suite. Il y a des vins commerciaux, des vins qui sont très lisibles, des vins qui sont bons, presque trop bons. Le fait de goûter sur plusieurs jours permet au vin d'évoluer et puis de montrer toutes ses facettes. Chaque bouteille pour déguster, ça va me prendre entre 2 et 4 jours environ. Hein. Ça dépendra un petit peu de ce qu'elle a à offrir, hein. La complexité, la longueur, si le vin est un vin un petit peu jeune qui doit vieillir. Enfin bon, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Bonjour. Yeah. What do you want? Which type of price do you want? Around 8? 10, 12. 10, 12? Okay. Then you can try that one. It's 880. You can drink it already, you know. Yes, yes. So you can keep it during 5-6 years. If your cellar is in a good temperature, it will be okay. Okay. Il y a beaucoup de vins qui avaient quand même beaucoup de défauts qu'on faisait passer pour des vins naturels, en disant peut-être que le goût du naturel, c'était le goût des défauts. Le goût du naturel, à mon avis, c'est pas le goût du défaut. Le goût du naturel, c'est effectivement un goût un petit peu différent. Les vins sont beaucoup plus libres. Ils ont souvent un équilibre sur le fruit beaucoup plus présent. Ils sonnent vraiment glou-glou, hein, facile à boire. Mais ils peuvent être aussi des vins de garde, hein, voire gramenons, hein, qui font des vins nature sans soufre, mais des vins nature sans soufre très réfléchis, très réussis. C'est bien noté. Nous terminons notre enquête au domaine de Gramenon dans la Drôme, à la découverte de ces vins exceptionnels qui ont plus d'un quart de siècle. Michel Aubéry et son mari ont fait leur première récolte bio en 1978. Après le décès accidentel de son mari, Michel a repris le domaine et a réalisé son premier millésime. C'était en l'an 2000. Depuis, son fils Maxime l'a rejoint. Ce soir, nous sommes conviés avec toute la famille à ce qu'on appelle une verticale. Parce qu'on n'ose pas. Même du Viognier 2002. Bon, ça. Bon, ah ben ça, c'est l'année de la catastrophe. On a perdu quasiment toute la récolte. Des grosses pluies, là, juste avant les vendanges, ça nous avait pas bien porté chance. Donc ce soir, on va faire une verticale, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des bouteilles du domaine Gramenon, mais d'une année différente. On va remonter jusqu'à au moins 30 ans. C'est quoi ça? Ça, c'est une 2007. Ah, oui. Mais la verticale, ça vous rappelle des souvenirs, j'imagine? Ah oui, ah ben ça c'est sûr que c'est une année qui est inscrite et qui est enfermée dans la bouteille, et c'est souvent très émouvant parce que ça fait un petit peu comme quand on feuillette un album photo. Les souvenirs arrivent tout de suite et ça, je pense que c'est une grande qualité du vin naturel, c'est que justement il ne coupe pas du temps, il ne coupe pas du lieu, et c'est très attachant. Donc là, on va ouvrir la Mémé 1990. La Mémé, c'est particulier parce que c'est le plus vieux cépage que vous avez, c'est ça? Ce sont des très vieilles vignes qui ont 140 ans maintenant, à peu près, à la louche. C'est bien réussi. Ouais. C'est un peu. Merci. Ouais. Ça va se boire. Ce vin a toujours été bon. C'est 90, c'est une année exceptionnelle. Au début, c'était un monstre. Bon, moi, j'avais 8 ans, c'était un peu violent pour moi, mais je l'ai goûté. Ouais, je bois du vin depuis que j'ai 5 ans. Donc, mais après, c'est vrai que dans l'évolution, il s'est un peu assagi, il s'est calmé. Et la trame s'est dessinée, cette trame, cette fraîcheur, cette longueur, cette aromatique sur des fruits très mûrs, chocolat, tout ça. Quand j'ai commencé à travailler avec ma mère en 2005, mon premier millésime que j'ai vinifié, c'était 2006.
J'avais en tête des vins que mon père avait fait, que ma mère avait fait, je veux faire ça, je veux faire ça. On croit qu'on va y arriver, puis toutes les années on est déçus parce qu'on n'y arrive pas, forcément, les années sont différentes, il y a tellement de critères qui rentrent en compte. Mais du coup, après quelques années après, finalement, on est quand même un peu fiers de ce qu'on a fait aussi. En 2000, c'est ma première année de vinification. Et alors, terrorisée comme c'est pas possible, parce que j'avais vraiment beaucoup de choses sur le dos. Et cette année-là, pour déguster les premiers vins, j'avais fait venir les personnes qui travaillaient avec moi. Je suis tombée sur un vin, c'était le Pascal, puisqu'on a une petite cuvée qui s'appelle A Pascales, qui était pareil, aussi riche, etc. Bon, enfin, ils sont tous partis, et moi, j'ai dit, purée, ce vin, c'est quand même quelque chose. Et je me suis pris un gros verre ballon, je sais même pas où ils sont passés, mais alors un truc comme ça. Je me suis resservi un grand canon, et j'ai bu ce vin, je m'en suis imprégnée, et puisque l'année était charnière et difficile, j'ai senti à travers ce vin, c'est comme s'il y avait un message, je me disais, je vais m'en sortir, je vais y arriver à faire du vin. Parce que j'en revenais pas d'avoir fait ça. Ça, c'est un super souvenir aussi, vraiment, qui m'a porté et qui me porte encore. Voilà. Les vins bio, biodynamiques et les vins d'inature sont en passe de gagner leur pari. De plus en plus de consommateurs veulent boire sain, mais surtout redécouvrir l'originalité des goûts que chaque lieu, chaque terroir et donc chaque vin peut exprimer. Les plus grands domaines de Bordeaux et de Bourgogne l'ont bien compris. Ils se mettent discrètement à la viticulture bio ou biodynamique. Ils ne peuvent pas laisser passer le train de cette révolution initiée par tous ces vignerons éclairés.